qu'est-ce que vous faites? On est sur internet en train de chercher des images du balbuzard. Ouais. Donc là on en a trouvé une. Tu la vois? Tu vas ouvrir? Ouais. Toc toc. Ça va? Ça va bien, oui. Dis donc, il a grossi lui encore. Ouais. Salut Baby. Salut toute la bande. Salut. Alors qu'est-ce que vous faites? Bon, on est sur internet en train de chercher des images du balbuzard. Donc là on en a un. L'aigle pêcheur. Vous savez qu'il y en a dans le coin? Oui. Ah ouais. Il y en a un du côté de zone. Voilà, c'est ça. Alors je vous propose d'aller le voir demain. Vous êtes d'accord? Ouais. Et puis on parlera également des autres oiseaux migrateurs. D'accord. Alors on va laisser les cochons là d'ici, les cobayes à la maison. Ouais. On se retrouve entre nous. Ouais. Les migrations animales, et en particulier celles des oiseaux, ont toujours fasciné les hommes. Il faut bien avouer que l'étude de ces phénomènes est particulièrement excitante, car elle se rapproche parfois du prodigieux et de l'extraordinaire. C'est justement sur ce terrain, au cœur du parc d'Armorique, sur la presqu'île de Crozon, que j'entraîne Estelle et Christophe. Vous avez remarqué, quand arrive le mois de septembre, les hirondelles se rassemblent, elles piaillent, elles crient, elles se regroupent. Hein, ça fait quelquefois des gros paquets d'hirondelles réunis ensemble sur un fil ou sur une corniche de maison. Et puis hop, dès qu'arrive le premier coup de froid, elles s'en vont. C'est parce qu'ils reviennent en printemps, parce qu'il fait plus chaud. Oui, c'est vrai, elles reviennent au printemps. Mais quelquefois, il y en a certaines, en tout cas les premières arrivées, subissent les derniers soubresauts du froid, les derniers soubresauts de l'hiver. Alors, celles-là n'ont pas de chance, mais moi, ce qui évoque plus le printemps encore, c'est le pouillot véloce, c'est son chant. Vous l'avez déjà entendu? Non, moi je Venez, je vais vous le faire écouter. Allez, écoute-moi ce pouillot véloce. Tu l'entends là? Ouais, il fait que de crier. Hein. Ouais, il marque son territoire. Alors vous avez de la chance en Bretagne parce que le pouillot véloce est sédentaire. Ça veut dire qu'il ne bouge pas, il reste là. Alors que dans le Massif central, dans les Alpes, il fait trop froid l'hiver. Alors là, après, il s'en va. Il migre. Et il y a même une population de pouillots véloces qui s'installe en Bretagne, mais ce sont des pouillots qui viennent de beaucoup plus au nord. Tu l'entends bien? Ouais. Alors le vôtre n'est pas migrateur. En fait, c'est quoi la migration? Ah, la migration, bah, écoute, on va en parler. Tu vois toutes les plantes qui sont autour de nous, là. Hein, il y a des petits genêts, on appelle ça des genêts de Le Gall. Il y a des bruyères cendrées, là. Et ben, vous voyez, ces plantes, elles ont des racines, elles sont fixées au sol. Elles ne peuvent pas bouger. Alors, il y a des petits ajoncs qu'on appelle les ajoncs de Le Gall. Il y a une bruyère, là, qu'on appelle la bruyère cendrée. Eh bien, elles passent tout l'hiver ici. Mais si elles avaient des ailes et si elles avaient des jambes ou des pattes, on pourrait imaginer qu'elles partent, qu'elles aillent rejoindre le soleil un peu plus loin, un peu plus au sud. Elles ne peuvent pas le faire. Ça veut donc dire que les migrations sont réservées aux animaux qui peuvent se déplacer. Et encore, pas tous les animaux peuvent migrer. En réalité, tous les animaux ne migrent pas. J'imagine pas la marmotte avec ses petites pattes descendre de la montagne, filer vers le sud de la France, traverser l'Espagne, traverser le Sahara pour se retrouver sous les tropiques. C'est vrai aussi pour les serpents, c'est vrai aussi pour d'autres petits mammifères, hein, comme le loir. Alors eux, l'hiver, ils s'endorment, s'engourdissent, ils hibernent. Alors, pour qu'un animal puisse migrer, il faut qu'il soit très mobile. C'est généralement le cas des oiseaux, pas tous évidemment, des chauves-souris, de certains papillons, des poissons, certains poissons, et en tout cas, de certains mammifères, ceux qui ont des grandes pattes et qui peuvent filer. Depuis quand ça existe, la migration? On peut dire que les migrations existent depuis l'apparition des animaux sur Terre. Ça correspond à une adaptation, à une sorte de réponse à des conditions de vie très sévères, par exemple le froid de l'hiver et le manque de nourriture. Par exemple, la pie-grièche en France, eh bien, tu la cherches maintenant, tu ne la trouves plus. Elle est partie très loin d'ici, elle est partie au sud du Sahara, sous les tropiques,
là où elle a de quoi se nourrir. Et elle se nourrit d'insectes. Alors, ce sont des gros insectes en général. Ce sont des criquets, des sauterelles, des coléoptères, ça peut être aussi des chenilles, mais ça peut être aussi des petits animaux comme les petits lézards ou les oisillons. Et cet oiseau, eh bien, quand on le trouve, au mois d'avril, il est souvent perché sur les fils électriques qui bordent les routes départementales. Et c'est là, moi, que je le trouve au début du mois d'avril. Et là, c'est un signe positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des insectes. Donc, ça veut dire qu'il y a des plantes déjà en fleurs. Ça annonce vraiment, là, les beaux jours. Alors, où est-ce qu'on peut trouver son nid? Eh bien, on peut trouver son nid dans des buissons épineux. Et quand on cherche bien, autour de ce buisson épineux, on peut même quelquefois trouver des insectes empalés sur les épines. Et on dit pigrièche écorcheur parce que justement, elle a quelquefois l'idée, comme ça, une idée bizarre, de faire des stocks d'animaux, des stocks de casse-croûte, et elle empale ces insectes sur les épines. D'accord? Et quand elle a faim, elle va les chercher. Mais enfin bon, en général, elle ne le fait pas, et la pigrièche écorcheur n'est pas forcément un oiseau qui empale systématiquement ces insectes. Regardez, vous voyez, ces petites boules de plumes là-bas, ce sont des grèbes, de tout petits grèbes qu'on appelle des grèbes castagneux. Et puis là, on voit devant qui fait le seigneur, là, c'est un cormoran, c'est un grand cormoran. Il est en train de sécher ses plumes. C'est une branche, là? Ouais, sur la branche qui dépasse, tu vois. Ah ouais. Il y a un truc. Alors ça, ce sont des cormorans qui sont probablement arrivés de Grande-Bretagne, par là. Et les grèbes, par contre, eux, viennent certainement de beaucoup plus loin. Ils doivent venir du nord de l'Europe. Alors si on fait le tour, là, regardez. Oh, regardez là-bas. Vous voyez le héron? Ah ouais, il est bien. Derrière les joncs. Ouais. Elle est bien là, comme ça. On le voit bien. Alors il est immobile, hein, vraiment. Là, il ne bouge pas d'un cil. Pourquoi elle bouge pas? Parce qu'il attend que les poissons passent. Ça mange beaucoup? Bah ouais, écoute, tu sais, les pêcheurs, ça les fait râler. Hein, quand les pêcheurs voient passer des hérons ou des cormorans, ils sont pas contents parce qu'ils les considèrent comme des concurrents. Remarque, ils ont raison. Hein. Ils font partie de la nature. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Attends, de la regarder de ce côté-là. Par contre, par ici, là, du côté mer, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que c'est des goélands avec des mouettes. Alors là-bas, Ouais. il y a foule là-bas. Il y a que ça. Hein, Il y a des goélands cendrés. Il y a des mouettes rieuses. Et il y a un cormoran tout au fond. Non. Et alors, vous avez vu les dunes là, qui sont dévorées par la mer, quand il y a des tempêtes? Eh bien, si on regarde bien, on devrait trouver des petits trous. Et là-dedans, il y a des hirondelles de rivage qui viennent nicher. Ah bon? Ouais. En général, les migrations comprennent 3 phases. Le point de départ, qui est la plupart du temps le lieu où les animaux se retrouvent pour se reproduire. C'est pour les oiseaux le lieu de nidification. Puis il y a un point de stationnement. On pourrait l'appeler aussi point d'hivernage. C'est souvent à des milliers de kilomètres de là. Et puis il y a le retour à la case départ. Et les oiseaux, pour cela, empruntent le même chemin, la plupart du temps. Mais il y a aussi des animaux que vous connaissez bien, les antilopes. Vous les connaissez, les antilopes? Oui. Bien, les antilopes, elles aussi, quelquefois, au moins une fois dans l'année, elles sont obligées de se déplacer, elles sont obligées de migrer pour aller chercher leur nourriture. Alors, il y a une antilope qui est extraordinaire, on l'appelle Oryx, elle vit en Namibie, elle vit dans un endroit où il y a très peu d'eau et la végétation est très rare. Or, pour se nourrir, elle est obligée de courir après l'herbe verte qui pousse. Et elle est capable, cette antilope,
de ressentir la poussée de l'herbe, si je peux dire, à la suite d'un orage. Et ça, à plusieurs centaines de kilomètres. Alors ça, c'est complètement étonnant. Alors cette antilope qui vit dans les régions très arides, elle se passe d'eau, elle est très sobre. Alors elle est capable simplement, non pas de boire, mais d'utiliser l'eau qu'elle trouve dans ses aliments, dans l'herbe. Ceci dit, s'il y a une mare, ben elle rentre dans la mare et puis là c'est la fête pour elle, elle est très contente. Et j'ai même précisé une chose, c'est la seule antilope capable de tuer le lion. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle possède de très grandes cornes, très effilées, qui ressemblent à de véritables épées. Et c'est la seule capable de l'embrocher. Même si le lion lui tombe dessus, sur le dos, il lui suffit de relever la tête comme ça et de l'embrocher. Ah, bah, c'est une bonne défense. Ah oui, oui, c'est une bonne défense. D'ailleurs, le lion sait à qui il a affaire. Et des fois, c'est elle qui le mange, le lion. Ah non, elle ne peut pas manger le lion parce qu'elle, elle est complètement herbivore, tu vois. Toujours en Afrique, mais en Tanzanie cette fois, ce sont les gnous qui marchent des jours et des jours à la recherche de vastes pâturages. Ils savent que droit devant eux, à des centaines de kilomètres, la saison des pluies fait éclore l'herbe verte. Tous ces mouvements de population se répètent d'année en année et ils ne sont pas sans risque. Il y a des pertes, c'est évident. Il y a les accidents liés à la fatigue, à la maladie ou à la famine. Mais il y a aussi le fait que ces animaux sont des proies pour les grands prédateurs. Or, les gnous ne sont pas armés comme les oryx. Alors, devant le danger, ils n'ont qu'une solution, la fuite. On a de la chance, c'est la marée basse. On va peut-être pouvoir observer des oiseaux migrateurs. En plus, on se rapproche de l'endroit où de temps en temps vient se percher le balbuzard, l'aigle pêcheur. En fait, c'est le milieu aérien qui autorise les déplacements les plus économiques en énergie. Et c'est ce qui permet à de tout petits oiseaux, des passereaux, de quelques grammes seulement, je vais vous en montrer un. Lui, par exemple, le Pouillophytis, il est capable, dans sa migration, d'effectuer 8000 km. Alors, il est rikiki. Alors, vous voyez, les distances ne lui font pas peur. Alors, c'est ce qui nous permet de dire aussi, bien sûr, que les oiseaux sont les mieux armés, en quelque sorte, pour effectuer les migrations, parce que ce sont les animaux les plus mobiles. Alors là, on approche quand même. Regardez là-bas, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que ce sont des huîtriers pies. Ce sont des oiseaux migrateurs. Michel, je connais quelqu'un qui est passionné par l'étude des oiseaux. Et oui, tu sais, les oiseaux ont passionné les gens depuis très très longtemps. Mais en fait, ce sont surtout les migrations qui les ont étonnés. Et le premier à s'être vraiment intéressé aux migrations, c'est probablement Aristote. C'est un savant grec illustre, très connu, qui a même porté sur les fonds baptismaux la science qui étudie les oiseaux, qu'on appelle l'ornithologie. Il a même dit, et il a écrit, que les animaux étaient très sensibles aux variations du chaud et du froid. Et que les oiseaux, comme les hommes, avaient un sacré réflexe. Certains d'entre eux, l'hiver, se contentaient de rentrer chez eux, alors que d'autres, qui avaient de grands espaces devant eux, étaient capables l'été d'aller chercher la fraîcheur beaucoup plus loin, et l'hiver d'aller se promener, d'aller vivre dans des endroits tempérés. Et ça, vraiment, c'est déjà une étude très vraie de la migration. Ils sont beaux, ces pins. Ouais. Ils sont beaux et gros. Ils sont grands. Hein. Il y a même des chênes verts là-bas, dis donc. Alors, on va passer par là. Attention, ça glisse. Balbuzard pêcheur, il vient juste d'arriver avec un joli mulet dans les serres et il se pose directement sur le piquet perchoir du pal. Salut Dani. Tiens Estelle, comment vas-tu? Bien. Bonjour. Michel, On t'a repéré de loin. depuis le temps. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux, tout Ah, arrive, tu te mais promènes Christophe, ça va? Ouais. on est venu le voir, il est là donc. Eh ben, il vient juste d'arriver là, avec un joli mulet, regarde, tu vas voir.
Ah dis donc, oui, il est balèze. Hein. Sympa, hein? Ouais, ouais. Et en plus, il est sur le piquet perchoir qu'on a installé avec des collègues il y a quelques années, justement pour que tout le monde puisse profiter des observations de balbuzards dans la région qui sont quand même relativement exceptionnelles, à part sur la migration vers les quartiers africains. Là, on a la chance d'en avoir depuis quelques années, même pendant toute la phase hivernale. Il est là depuis combien de temps? Il vient depuis 2-3 ans, non plus? 7-8 ans même. Hein. Oh là là, Alors, dis donc. on dit pas. Je ne peux pas préciser si c'est le même oiseau qui vient tous les ans, étant donné qu'il n'est pas marqué. Hein. Ouais, il n'est pas bagué, ouais. Non, non, il n'est pas bagué, pas marqué. Il n'est pas muni de balise Argos, donc on ne peut pas savoir si ce sont les mêmes oiseaux. Mais on en a jusqu'à 2 quelquefois en même temps sur le site. Oui, c'est vrai. En marée haute, il n'est pas trop dérangé, là? Il évite le piquet perchoir à marée haute, étant donné que tu as vu que c'est un plateau vaseux. Les bateaux, ils en profitent pour couper le chenal. Et on peut même dire qu'ils se servent d'amer du piquet. Là. Tu sais que j'en ai rencontré, moi, des balbuzards? Non. Au Mexique, en Basse-Californie. Ah, d'accord. Alors, du côté Pacifique, là, il y a toute une côte de sable avec des belles dunes. Et puis au large, il y a des petites îles qui sont constituées essentiellement de coquillages. Les nichots, là. Ah bah, il niche carrément sur le coquillage. Alors, il fait des nids de 80 cm d'eau. Hein, ouais. c'est vraiment étonnant, quoi. Ah, ouais. Il est là, peinard, alors il chasse, il fait son nid, tout ça. Et à côté de lui, il y a plein de huîtriers épis qui se castagnent à longueur de journée, qui se repoussent. Vraiment, là, ça fait du... Pour la possession ça, du fait site, ça fait de l'animation, hein. C'est vraiment... C'est exceptionnel comme endroit, parce que là, il est pas, comment dire, il est pas dérangé, donc il niche carrément au sol, quoi. Au sol, hein. ouais. Salut, Dominique. Bon, ben Michel, Kenavo, et un de ces jours alors. Ok, ça marche. Allez, bonne promenade alors. Qu'est-ce qui déclenche la migration chez les oiseaux? Oh, bah tu sais, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de te résumer ça. D'abord, les oiseaux migrent pour accomplir un cycle de leur vie. C'est un peu comme si, à un moment donné, quand ils sont tous rassemblés dans la zone où ils hivernent, ils se regardent et ils tombent amoureux les uns des autres. Et les couples ont envie de se reformer. Et ils ont envie de nidifier. Et ils ont envie d'avoir de la progéniture. Donc il faut qu'ils se reproduisent. Et puis là où ils sont, bah, ça leur semble pas terrible. Alors ils disent après tout, tiens, si on retournait là où on est né. D'accord? Et ils repartent comme ça à l'endroit de leur naissance. Donc ça les oblige à migrer. Mais quand on regarde des oiseaux sur le point de migrer, en même temps, on peut constater quelque chose. Non seulement ils sont amoureux, d'accord, très certainement, mais en plus, ils prennent du poids. Ils font des réserves pour la route. Michel, Ouais. est-ce qu'il y a des flamants roses par ici? Non, il n'y a pas de flamants roses en Bretagne, parce qu'ils n'ont pas encore assez chaud ici. Les flamants roses les plus septentrionaux, ce sont ceux que l'on trouve en Camargue. Et là, ils sont nombreux, hein, ils sont des milliers en Camargue. Et depuis 1974, certains d'entre eux pondent là-bas. Ils ont des jeunes. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans ce sanctuaire du flamant rose, une partie est devenue sédentaire. Ils traînent comme ça dans la région, dans le delta du Rhône, et puis tout à côté. Et puis une autre partie continue à se comporter comme des oiseaux migrateurs. Alors ceux-là, on les retrouve où? On les retrouve de temps en temps en Espagne, de temps en temps en Turquie, de temps en temps en Afrique du Nord et jusqu'en Mauritanie. Puis ils reviennent. Voilà. Mais il y a un lieu aussi qui est très intéressant pour les observer. C'est loin d'ici, c'est en Tanzanie, on y retourne. C'est le lac de cratère d'Ampakai. Et quand on arrive comme ça, on voit du rose, c'est magnifique. On s'approche et puis là, on déclenche l'envol des flamants roses. Ils habillent à ce moment-là tout le cratère et ça devient absolument merveilleux. Michel, en fait, les hirondelles, comment elles font pour pas se perdre et où elles vont? On n'a pas tous les secrets encore des oiseaux migrateurs. Il y a encore des choses à découvrir. Où est-ce qu'elles vont? Aristote disait, c'était le premier à penser comme ça, les oiseaux migrateurs, ils partent pour aller rechercher un endroit beaucoup plus clément, dans une zone tempérée. Linné disait, les oiseaux disparaissent quelquefois comme les grenouilles, sous la terre, ils hibernent, ils passent l'hiver tranquille. Et puis il y a un auteur anglais qui disait autre chose, il disait lui, quand les oiseaux disparaissent,
c'est qu'ils vont se réfugier sur la Lune au bout d'un voyage de 60 jours. Les oiseaux font comme nous pour se diriger. Ils ont une boussole. En tout cas, certains d'entre eux l'ont clairement dans la tête, la boussole. Vous voyez l'aiguille là? Elle est aimantée, elle file vers le nord. Si on veut filer tout droit vers le nord, c'est pas compliqué, on suit la direction que nous indique l'aiguille. Mais ça, c'est pour voyager à peu près, quoi. Si on veut vraiment du détail, on a besoin d'une carte aussi, parce que la carte va nous donner le petit détail qui va nous permettre de circuler sans problème sur la presqu'île de Crozon. Donc les oiseaux aussi voyagent avec des cartes. Ils ont une cartographie dans la tête, ils se repèrent à la côte, ils se repèrent aux rivières, aux phares, etc. Imaginez que nous n'ayons pas de boussole et pas de carte. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer? Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser comme point de repère? Le soleil. Le soleil, ouais. Le soleil, pour les oiseaux comme pour nous, c'est une sorte de phare. Seulement, problème, le soleil bouge dans le ciel. Alors imaginez un petit peu un oiseau qui migre vers le sud. Il a le soleil le matin sur sa gauche. À midi, il l'a pile poil en face de lui. Et en fin d'après-midi, il est sur sa droite. Comment est-ce qu'il fait pour se repérer? Eh bien, figurez-vous qu'il a une espèce d'horloge interne qui lui permet de faire tout au long de la journée les corrections nécessaires pour se repérer. Alors, il est évident que quand le soleil est absent, quand le ciel est couvert, certains d'entre eux hésitent à partir. Michel, comment font les oiseaux pour se repérer la nuit? Écoute, c'est pas compliqué. Ils lèvent la tête, ils lisent les étoiles, ils lisent le ciel. Ceux qui nous rendent visite au mois de mai attendent que la nuit tombe. Quand les étoiles sont bien visibles, ils visent l'étoile polaire parce qu'elle a le bon goût de ne pas faire comme le soleil. Elle ne bouge pas dans le ciel. Alors ils partent dessus. L'étoile polaire indique le nord. Si d'aventure un nuage passe devant l'étoile polaire, à ce moment-là, s'il y a des constellations visibles autour, comme par exemple la Grande Ourse, ils se calent sur la Grande Ourse. Tu vois, ils interprètent le ciel. Alors récapitulons. Les animaux, pour se diriger, utilisent, en tout cas certains, le magnétisme de la Terre. Les paysages, la Lune, le Soleil. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore utiliser comme sens? Ils peuvent utiliser le nez et les oreilles. Le nez et les oreilles. Alors même chez certains animaux, je peux vous dire que le nez est très très développé, chez le chien par exemple. Il faut savoir que les sons les plus bas, comme le tonnerre, on les entend très bien parce qu'ils se propagent beaucoup mieux. Les baleines et les éléphants, eux, ils captent des sons qui sont bas, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 20 vibrations par seconde, ce qui leur permet de communiquer à des centaines de kilomètres. Mais le champion du monde dans tout ça, c'est le pigeon. Il n'a pas l'air comme ça, le pigeon. C'est un champion du monde. Il est capable d'entendre des sons d'1 dixième de vibration par seconde. C'est-à-dire que quand il vole, il peut entendre le bruit de la mer qui se jette sur les falaises, comme là-bas, à 1000 km de distance. Mais quel animal est champion pour se repérer avec son nez? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que parmi ceux-là, il y a le saumon. Tu connais le poisson, le saumon? Oui. Quand il arrive de l'océan Atlantique, il remonte les fleuves. Ici, c'est l'Aulne. C'est un fleuve qui est très très souvent emprunté par les saumons. Ils arrivent par l'estuaire là-bas, puis ils remontent comme ça, tu vois. Et ils suivent le fleuve jusqu'à l'endroit où l'année dernière, ils ont frayé. Ce qui fait que quand ils arrivent là-haut, c'est quasiment un exploit, parce qu'ils sont venus là simplement à l'odeur, avec leur pif. Ce qui fait que si on leur bouche le nez, ou si on disperse dans l'eau un produit odoriférant, ça les perturbe et ils n'arrivent pas à atteindre le lieu de frayère. Parce qu'en fait, tous les ans, les saumons remontent comme ça les fleuves et les rivières. Quand les femelles arrivent sur les lieux de frayère, donc sur ces fameuses frayères, elles déposent des œufs dans un nid. Mais pour fabriquer ce nid, elles tapent avec leur queue le fond de la rivière. Elles font une espèce de petite loge comme ça. Elles déposent 40 000 œufs à cet endroit-là, qu'elles recouvrent de sable, et elles s'en vont, elles les abandonnent. Mais dans la redescente, là, il y a plein de dangers qui les menacent. D'abord parce qu'ils sont très fatigués, ils sont épuisés, ils n'ont presque pas mangé en route. Et puis il y a des pêcheurs, il y a des prédateurs, il y a la pollution, il y a des barrages. Et tout ça, ça leur est vraiment très compliqué. Donc ils sont très peu nombreux à retourner vers l'océan. Aujourd'hui, nous avons essayé d'approcher un peu plus le monde des oiseaux migrateurs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. On le sait maintenant un peu déjà. Les oiseaux migrateurs utilisent
plusieurs modes de guidage en réalité et ils les utilisent simultanément. S'il y en a un qui tombe en panne, pof, ils le remplacent. Et si les instructions sont erronées, en général, ils savent quand même trouver la bonne information. Le comportement des pigeons était inexplicable avant la découverte du magnétisme et la mise au point de méthodes acoustiques ultra perfectionnées. Les avancées de la science et de la technologie nous révéleront peut-être, dans un proche avenir, l'existence d'autres méthodes d'orientation, ce qui permettra de prolonger, je l'espère, l'émerveillement d'Estelle et de Christophe.